Il n'est qu'un humble chauffeur de camion, votre honneur. Cet argent sera absolument inutile entre ses mains sales, mais il peut sauver ma prestigieuse entreprise d'un problème temporaire de trésorerie. Les mots résonnaient sur les boiseries polies du tribunal de comté, planant dans l'air stérile, telle une fumée épaisse et suffocante. J'étais assis, parfaitement immobile, à la table de la défense, portant ma veste de travail délavée, sentant le regard collectif de la pièce peser sur ma nuque. Mon propre frère, Garrick, se tenait au pupitre du plaignant, vêtu d'un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il souriait d'un air suffisant. C'était ce même sourire arrogant et prétentieux qu'il affichait depuis que nous étions enfants, celui qui signifiait qu'il avait déjà gagné. Sa femme, Juno, était assise dans la galerie derrière lui, ajustant un bracelet de tennis en diamant et me regardant comme si j'étais un déchet que quelqu'un avait traîné sous sa chaussure. Ils étaient là pour me dépouiller légalement d'un fonds fiduciaire de 10 000 $ que notre grand-père m'avait laissé. C'était le dernier fragment de dignité que j'avais lié à cette famille. Garrick pensait qu'il acculait un ouvrier fauché et impuissant. Il pensait que c'était la fin du chemin pour moi. Il n'avait aucune idée que la mallette en cuir usé posée devant moi contenait la destruction absolue de toute sa vie factice. Mon nom est Calder. Pendant 34 ans, j'ai été l'enfant invisible de ma famille. Je veux vous raconter comment je me suis retrouvé assis dans un tribunal, poursuivi en justice par mon propre sang. Parce que ce genre de trahison ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit, brique après brique douloureuse, au fil d'une vie où l'on vous répète que vous n'êtes tout simplement pas assez bon. Je n'ai jamais fréquenté une université chic de l'Ivy League comme Garrick. J'ai à peine réussi mes études secondaires, principalement parce que j'étais trop occupé à travailler de nuit dans un garage local pour aider à payer l'épicerie familiale. Mes mains étaient toujours tachées d'huile de moteur. Mes vêtements sentaient toujours les gaz d'échappement et la lessive bon marché. Garrick, en revanche, était l'enfant prodige. C'était l'étudiant beau, charismatique, avec des notes parfaites, qui ne pouvait absolument rien faire de mal aux yeux de notre mère. Pendant que j'étais sous un camion Ford rouillé, essayant de réparer une transmission cassée, Garrick était aux soirées du country club, serrant des mains et pratiquant son swing de golf. Je ne l'ai jamais détesté pour ça. Je pensais honnêtement que nous avions simplement des chemins de vie différents. Mais, debout dans ce tribunal, l'entendant balayer mon existence entière comme étant sans valeur, quelque chose en moi a finalement cédé. Le juge, un homme âgé et sévère nommé Terren, me regardait par-dessus ses lunettes de lecture avec un mélange de pitié et d'agacement. Il voyait exactement ce que Garrick voulait qu'il voie. Il voyait un travailleur col bleu fatigué et sans éducation qui n'avait rien à faire de la gestion d'un fonds fiduciaire de 10 000 $. Signe le papier, Calder, dit Garrick, sa voix suintante d'une fausse sollicitude fraternelle. Signe-le-moi, et nous pourrons tous rentrer chez nous et laisser ce vilain désordre derrière nous. Je n'ai pas pris le stylo. Je n'ai même pas regardé le document que son avocat trop cher avait poussé sur la table. Au lieu de cela, j'ai posé ma main sur le dessus de ma vieille mallette. Le cuir était doux et usé au coin, éraflé par des années passées à être jeté sur le siège passager des 18 roues. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. J'ai laissé Garrick savourer son petit moment de victoire imaginaire. Parce que la vérité est que vous ne pouvez pousser quelqu'un si loin dans la boue avant qu'il ne découvre comment vous y enterrer. Garrick pensait qu'il avait affaire à un chauffeur de camion. Mais comment en sommes-nous réellement arrivés là? Pour comprendre l'audace pure de Garrick qui me poursuit pour 10 000 $, il faut traverser le musée de mon enfance. C'est un type de musée très spécifique, rempli d'artefacts d'humiliation silencieuse et de favoritisme flagrant. La première exposition me ramène à mon 16e anniversaire. Je me souviens m'être réveillé ce matin-là avec une pointe d'excitation au ventre, pensant que peut-être, juste peut-être, cette année serait différente. Je suis descendu à la cuisine et ma mère m'a tendu une petite boîte lourde enveloppée dans du papier journal bon marché. À l'intérieur se trouvait un jeu de clés à douille rouillé d'occasion qu'elle avait trouvé à un vide-grenier. Elle m'a dit que ce serait utile pour mon petit passe-temps au garage. 2 ans plus tard, pour le 16e anniversaire de Garrick, il y avait une toute nouvelle berline argentée garée dans l'allée, avec un gigantesque nœud rouge sur le capot. Je ne me suis pas plaint. J'ai juste pris mes clés rouillées et je suis retourné au travail. La deuxième exposition est l'incident de la chambre. Quand j'avais 18 ans, travaillant 60 heures par semaine sur des itinéraires de livraison, ma mère m'a acculé dans le couloir.
Elle avait ce sourire tendu et nerveux qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle était sur le point d'exiger un sacrifice. Garrick a besoin d'un endroit calme pour étudier pour son diplôme de commerce, Calder, avait-elle dit, non pas en demandant, mais en ordonnant. Ta chambre est plus grande et a une meilleure lumière. Je veux que tu déménages dans le sous-sol inachevé pour que ton frère puisse avoir un bureau convenable à la maison. J'ai dormi sur un lit de camp humide à côté du chauffe-eau pendant 3 ans pour que Garrick puisse avoir une pièce exclusivement pour son bureau en acajou et ses photos de fraternité encadrées. Mais le joyau de ce musée tordu, la pièce maîtresse de tout ce cauchemar, était le fonds fiduciaire de grand-père. Mon grand-père était un homme dur, pragmatique, qui construisait des maisons pour gagner sa vie. Quand il est décédé, il a laissé exactement 10 000 $ à chacun de ses petits-enfants. Ce n'était pas une fortune, mais c'était censé être une base. Garrick a reçu son chèque le jour de ses 21 ans. Il en a dépensé chaque sou en 6 mois pour un voyage extravagant en Europe, achetant des vêtements de marque et des bouteilles de champagne qu'il versait pour des photos Instagram. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai demandé à ma mère ma part du fonds fiduciaire. Je voulais l'utiliser comme acompte pour mon tout premier camion commercial. Je n'oublierai jamais le regard de pur dédain sur son visage alors qu'elle se tenait dans la cuisine, essuyant le comptoir. Ton frère porte la dignité de la famille, Calder, a-t-elle dit, sa voix aiguë comme du verre. Il avait besoin de ces expériences pour réseauter avec des personnes importantes. Tu es couvert de graisse toute la journée, allant et venant sur l'autoroute. À quoi diable as-tu besoin d'économie? Elle a refusé de me remettre les fonds. Elle a prétendu les détenir sur un compte séquestre jusqu'à ce que j'obtienne un vrai travail. J'étais légalement un adulte, mais je n'avais ni l'argent ni l'énergie de combattre ma propre mère devant les tribunaux. Alors, je suis parti. Je suis parti loin des 10 000 $, de la maison, et de leurs attentes étouffantes. J'ai pris des cars supplémentaires. J'ai dormi dans les cabines des camions d'autres personnes. J'ai mangé des haricots froids directement de la boîte pour pouvoir économiser chaque centime. Pendant plus d'une décennie, ces 10 000 $ sont restés là, accumulant la poussière et le ressentiment, pendant que je construisais une vie dont ils ne savaient absolument rien. Ils ne se sont jamais souciés de savoir comment j'allais. Ils ne se sont jamais souciés de savoir si je luttais ou réussissais. Pour eux, j'étais juste Calder. La déception, le conte moral dont ils chuchotaient lors des réunions de famille. Ils n'avaient aucune idée que le garçon taché de graisse qu'ils avaient banni au sous-sol construisait tranquillement un empire, pendant qu'ils étaient occupés à bâtir une montagne de dettes. Et cela nous amène à l'ultime plaisanterie de toute cette situation. Si ma mère m'avait simplement donné cet argent quand j'avais 21 ans, rien de tout cela ne se produirait. Mais elle l'a gardé, le préservant parfaitement pour le moment exact où Garrick deviendrait suffisamment désespéré pour tenter de le voler. Je me demande souvent ce que mon grand-père penserait s'il pouvait nous voir maintenant. Serait-il dégoûté par la cupidité de Garrick, ou se contenterait-il de s'asseoir et de regarder la tempête se lever? Le monde est un endroit drôle, surtout quand il s'agit de la façon dont les gens perçoivent le succès. Si vous regardiez Garrick et moi côte à côte un mardi aléatoire, vous supposeriez immédiatement qu'il a gagné à la loterie de la vie. Garrick est un courtier en immobilier commercial. Il conduit une élégante Porsche noire, porte des montres qui coûtent plus cher qu'une bonne voiture d'occasion, et vit dans une communauté fermée avec des pelouses bien entretenues et des gardes de sécurité lourdement armés. Ses fils de médias sociaux sont un défilé incessant de dîners raffinés, de vacances exotiques et de posts vantards sur la conclusion de deals massifs. Il a l'air riche. Il parle comme un riche. Il respire la richesse. Moi, en revanche, j'ai l'air d'un gars qui pourrait vous demander de la monnaie à une station-service. Je porte des bottes à embout d'acier qui ont vu de meilleurs jours. Ma veste préférée a une déchirure à l'épaule gauche que j'ai cousue moi-même avec du fil de pêche robuste. Je conduis un pick-up déglingué qui vibre violemment si je le pousse au-delà de 60 miles par heure. Je loue un petit appartement discret d'une chambre dans un quartier calme de la ville, et j'achète mes courses en gros avec des coupons de réduction. Mais les apparences sont la plus grande escroquerie de l'ère moderne. Voici la réalité de la vie parfaite de Garrick. Cette Porsche noire, elle est louée et il a 3 mois de retard sur les paiements. Ce manoir dans la communauté fermée, il est hypothéqué au maximum, avec un paiement ballon qui approche et qu'il ne peut même pas commencer à couvrir. Son entreprise immobilière commerciale n'a pas conclu d'accord rentable depuis plus de 14 mois, car le marché a changé et il était trop arrogant pour s'adapter. Garrick est actuellement noyé dans exactement 1 200 000 $ de dettes toxiques à taux d'intérêt élevé.
C'est une coquille vide d'homme, écopée frénétiquement l'eau d'un yacht qui coule avec une cuillère en argent. Et voici la réalité de ma misérable vie de chauffeur de camion. Je ne conduis plus seulement un camion. Au cours des 10 dernières années, travaillant des semaines de 80 heures et réinvestissant chaque centime de profit, j'ai bâti une entreprise de logistique et de fret à partir de zéro. Elle s'appelle Vanguard Freight. Elle a commencé avec un camion d'occasion que j'ai acheté aux enchères de la police, et aujourd'hui, c'est une opération multi-État avec une flotte de plus de 300 camions modernes. Nous détenons des contrats d'expédition exclusifs avec certaines des plus grandes chaînes de vente au détail du pays. Mon entreprise génère un revenu annuel de plus de 45 millions de dollars. Je suis le fondateur unique, le PDG et l'actionnaire majoritaire. Mais personne dans ma famille ne le sait. Lorsque nous avons nos rares et gênants appels téléphoniques, je leur dis simplement que je suis toujours dans le transport routier. Ils entendent cela et m'imaginent immédiatement dormant dans une halte routière, mangeant de la nourriture de restaurants horribles et vivant au jour le jour. Je les laisse y croire parce que cela les éloigne de moi. Cela maintient leurs mains toxiques et avides de ma vie et loin de l'entreprise que j'ai saignée pour bâtir. J'aime le calme. J'aime passer inaperçu. Il y a une liberté profonde et paisible à être gravement sous-estimée. Mais le désespoir de Garrick devenait chaque jour plus assourdissant. Les banques appelaient. Les créanciers tournaient comme des requins affamés. Il avait besoin d'argent rapidement, juste pour maintenir l'illusion de sa richesse en vie pendant quelques semaines de plus. Et dans sa recherche frénétique d'une bouée de sauvetage, ses yeux avides se sont posés sur le seul fruit à portée de main qu'il pensait sans protection, mon fonds fiduciaire de 10 000 $. Pour un homme noyé dans plus d'1 million de dollars de dettes, 10 000 $ sont une goutte d'eau dans l'océan. Mais Garrick était si désespéré, si complètement à court d'options qu'il était prêt à détruire son propre frère juste pour avoir une gorgée d'eau. Il pensait que ce serait facile. Il pensait qu'il n'aurait qu'à claquer des doigts et le modeste chauffeur de camion lui remettrait l'argent par pure habitude d'obéissance. Il était sur le point d'apprendre une très dure leçon sur ce qui se passe quand on accule un homme discret. Quel genre de monstre regarde son propre frère et ne voit rien d'autre qu'une tirelire à briser? Le piège s'est refermé à Thanksgiving. Je trouve habituellement une excuse pour éviter les fêtes de famille, me portant volontaire pour une longue route ou prétendant que mon camion est tombé en panne à 3 états de distance. Mais cette année, ma mère m'avait appelé 6 fois en 2 jours, sa voix tremblante, me suppliant de venir dîner. Elle disait que sa santé déclinait. Elle disait que ce pourrait être sa dernière fête avec ses 2 garçons sous le même toit. C'était une leçon magistrale de manipulation émotionnelle, et malgré mon meilleur jugement, cela a fonctionné. J'ai conduit mon pick-up brinque-ballant jusqu'à sa maison, je me suis garé derrière la Porsche louée et brillante de Garrick, et j'ai franchi la porte d'entrée pour tomber dans une embuscade. La tension dans la salle à manger était assez épaisse pour être coupée à la tronçonneuse. Garrick avait l'air terrible. Sous la coupe de cheveux coûteuse et le pull de marque, sa peau était grise et ses yeux étaient injectés de sang et fuyants. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table, son genou rebondissant nerveusement contre le bois d'acajou. Juno était assise à côté de lui, faisant tournoyer son vin coûteux, me lançant des regards de pur dégoût non filtrés chaque fois que je prenais une bouchée de dinde. Ma mère tournoyait autour de la table, arborant un sourire joyeux forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Nous avons à peine passé les pommes de terre pilées avant que Garrick ne fasse son coup. « Alors, Calder, dit Garrick, sa voix beaucoup trop forte pour la petite pièce. Maman et moi parlions du fonds fiduciaire de grand-père. Je me suis figé, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Tu sais, les 10 000 $ qui sont sur ce compte et ne font absolument rien, a-t-il poursuivi, se penchant en avant. J'ai une énorme opportunité d'investissement qui se présente. Un complexe commercial au centre-ville, rendement garanti. J'ai besoin de liquidités pour sécuriser la compte avant lundi. Je l'ai regardé, puis ma mère, qui a soudain trouvé ces haricots verts incroyablement intéressants. Non, ai-je dit doucement, posant ma fourchette. Garrick cligna des yeux comme si le mot était une langue étrangère qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Excuse-moi, a-t-il claqué. J'ai dit, non, Garrick. Cet argent m'a été laissé. C'est ma base, pas ton fonds de sauvetage. Le masque a complètement glissé de son visage. Son poing a claqué sur la table à manger, faisant cliqueter la fine porcelaine, et le vin de Juno s'est renversé sur la nappe blanche immaculée. Espèce de moins que rien ingrat, a rugi Garrick, se levant si vite que sa chaise a basculé en arrière.
Tu conduis un camion poubelle pour gagner ta vie. Tu vis dans un taudis. Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 000 $? Acheter plus de chemises en flanelle? Juno a ajouté, sa voix stridente et perçante, tu es tellement égoïste, Calder. Garrick essaie de bâtir un héritage pour cette famille, et tu thésaurises des centimes comme un perdant jaloux. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle intervienne, attendant qu'elle prenne enfin, juste une fois, mon parti. Au lieu de cela, les larmes ont commencé à couler. Calder, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, serrant sa serviette. Ton frère est sous tellement de stress. Il a besoin de ça. Toi, tu n'en as pas besoin. Signe juste le formulaire de libération. Sois un bon frère pour une fois dans ta misérable vie. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans ma poitrine. C'était la mort finale de tout espoir qu'il me restait pour ces gens. Ils ne me voyaient pas comme de la famille. Ils me voyaient comme une ressource à exploiter pour le chouchou. Je me suis levé lentement, m'essuyant la bouche avec une serviette. Je ne signe rien, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Paye tes propres dettes, Garrick. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée, laissant ma mère gémir et Garrick crier des obscénités derrière moi. J'ai conduit chez moi en silence, le cliquetis de mon camion étant le seul son qui me tenait compagnie. Je pensais que c'en était la fin. Je pensais qu'ils réaliseraient que j'étais une impasse et passeraient à leur prochaine victime. J'avais tort. 3 jours plus tard, un mardi matin pluvieux, j'ai ouvert la porte d'entrée de mon appartement et j'ai trouvé un homme tenant une épaisse enveloppe Kraft. « Êtes-vous Calder ?» a-t-il demandé, regardant mes mains tachées de graisse. « Oui », ai-je répondu. « Vous avez été assigné ?» a-t-il dit, me fourrant l'enveloppe dans la poitrine et s'éloignant rapidement. Je l'ai déchirée. C'était une assignation. Garrick me poursuivait en justice pour le contrôle du fonds fiduciaire de 10 000 $. La revendication légale était une fiction absolue. Il prétendait que j'étais mentalement et financièrement incompétent, que j'étais un danger pour moi-même, et que les fonds devaient lui être transférés pour des raisons de sécurité afin de protéger les actifs de la famille. Il allait réellement utiliser le système judiciaire pour voler mon héritage. L'audace pure de tout cela m'a coupé le souffle. Je me suis tenu sur le pas de ma porte, la pluie me fouettant le visage, tenant les papiers qui déclaraient la guerre à mon existence. Pensait-il vraiment que j'allais simplement m'incliner et le laisser prendre? Le procès n'était que la première vague de l'attaque. Garrick et ma mère savaient qu'une revendication légale fragile pourrait ne pas tenir devant les tribunaux, alors ils ont décidé de mener une guerre psychologique d'usure. Ils ont déchaîné les singes volants. Dans les dynamiques familiales toxiques, les singes volants sont les proches et amis de la famille qui sont manipulés pour faire le sale boulot de l'abuseur. Et ma mère était la marionnettiste ultime. Dans les 48 heures suivant la réception de l'assignation, mon téléphone a commencé à exploser. Le premier message est venu de ma tante Sarah, une femme qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans. « Je ne peux pas croire ce que tu fais à ta pauvre mère », a-t-elle écrit. Elle est malade d'inquiétude à cause de ta cupidité. Donne l'argent à Garrick avant de détruire entièrement cette famille. Puis est venu un appel de mon cousin Marc. Il a laissé un message vocal décousu et agressif m'accusant d'être un toxicomane. Garrick a dit à tout le monde que tu es défoncé, mec, a dit la voix pâteuse de Marc au téléphone. C'est pour ça que tu as l'air d'un sans-abri. C'est pour ça que tu veux ces 10 000 $ pour nourrir ta dépendance. Tu es une honte. Fais-toi aider et donne l'argent à ton frère. Les mensonges se sont répandus comme un incendie de forêt dans une forêt sèche. Garrick avait échafaudé un récit brillant et dévastateur. Selon lui, il était le frère noble et prospère essayant de gérer le patrimoine familial, tandis que j'étais le dégénéré instable et ingrat essayant de voler les fonds de retraite de notre mère. Ils ont dépeint ma frugalité comme de la pauvreté, ma vie tranquille comme un isolement causé par la dépendance, et mon refus de céder l'argent comme un abus malveillant envers les personnes âgées. Chaque jour, il y avait un nouveau message, une nouvelle insulte, une nouvelle tentative de me soumettre par la honte. Juno s'est même mise sur Facebook, publiant des statuts vagues mais venimeux sur les membres toxiques de la famille qui retiennent les personnes qui réussissent par pure jalousie. Les commentaires étaient pleins de membres de notre famille élargie lui envoyant leurs prières et leur soutien. L'isolement était absolu. Il y avait des nuits où je restais seul dans l'obscurité de mon appartement, fixant l'écran lumineux de mon téléphone alors que les messages haineux arrivaient, sentant un poids suffocant appuyé sur mes poumons.
Cela fait mal de voir toute sa famille se retourner contre soi, même si l'on sait qu'ils ont tort. Cela fait mal de réaliser que les personnes qui partagent votre sang croiront si facilement le pire absolu de vous, sans jamais demander votre version de l'histoire. J'aurais pu y mettre fin instantanément. J'aurais pu faire une capture d'écran du compte bancaire de Vanguard Freight, montrant des millions de dollars de réserve de trésorerie, et la poster pour qu'ils la voient tous. J'aurais pu prouver que je n'étais pas un toxicomane fauché. Mais je ne l'ai pas fait, parce que la douleur a fini par s'éteindre, laissant derrière elle quelque chose de beaucoup plus dangereux, une clarté froide et calculatrice. J'ai réalisé que me défendre auprès de ces gens était inutile. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient un méchant. Et Garrick avait besoin d'une victime. Si je montrais mon jeu maintenant, Garrick abandonnerait simplement le procès, jouerait la victime et essaierait de trouver une autre façon de profiter de mon succès. Je ne pouvais pas juste le chasser comme un moustique. Je devais le laisser mordre. Je devais le laisser saigner en public, devant un tribunal, où ses actions auraient des conséquences permanentes et irréversibles. J'ai cessé de lire les messages textes. J'ai cessé de répondre aux appels téléphoniques. Je les ai laissés penser que leur campagne de dénigrement fonctionnait. J'ai laissé Garrick bâtir sa fausse confiance, le laissant croire qu'il était un brillant stratège surpassant un chauffeur de camion stupide. Il courait à toute vitesse vers le bord d'une falaise, acclamant tout le long, et j'allais m'assurer qu'aucun filet ne l'attendait en bas. Les singes volants avaient trop bien fait leur travail. Ils avaient tué toute culpabilité persistante que j'aurais pu ressentir à propos de ce que j'étais sur le point de faire. Jusqu'où êtes-vous prêt à laisser un mensonge aller avant de dégoupiller la grenade de la vérité? Je devais me préparer pour la salle d'audience. J'ai donc passé un coup de téléphone à la seule personne au monde qui comprenait réellement l'ampleur de l'empire que j'avais bâti. Son nom est Nix. Elle est la directrice financière et avocate d'entreprise principale de Vanguard Freight. Nix est une femme d'une brillance terrifiante qui porte des costumes d'une coupe impeccable, boit du café noir comme de l'eau, et gère des négociations de contrats de plusieurs millions de dollars pour le petit déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de steak haut de gamme du centre-ville, un endroit où les serveurs portent des smokings et où les menus n'ont pas de prix. Je suis entré, portant mes bottes de travail et ma chemise en flanelle habituelle, ignorant les regards horrifiés de l'hôtesse, et me suis glissé dans la banquette en face d'elle. Nix a poussé un épais rapport financier relié en cuir sur la table. Les profits trimestriels sont en hausse de 12%, Calder, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de sa tablette. Nous envisageons d'acquérir cette plus petite flotte au Texas d'ici la fin du mois. Maintenant, pourquoi m'as-tu traîné ici? Tu avais l'air étrange au téléphone. J'ai glissé les papiers froissés et mouillés du procès sur la nappe blanche immaculée. Nix les a délicatement ramassés, les tenant par les coins comme s'ils étaient couverts de déchets toxiques. Elle a lu les revendications ridicules de Garrick, incompétence, danger pour moi-même, demande de transfert d'urgence du fonds fiduciaire de 10 000 $. Quand elle a eu fini, elle a posé les papiers, a retiré ses lunettes de lecture et m'a fixé. « Ton frère te poursuit pour 10 000 $, a-t-elle demandé, sa voix plate d'incrédulité. Calder, tu as gagné 10 000 $ pendant le temps qu'il nous a fallu pour boire notre eau. Je sais, ai-je dit, en me penchant en arrière. Mais il ne le sait pas. Il pense que je suis un chauffeur de camion fauché. Il se noie dans les dettes et il pense que ce fonds fiduciaire est sa bouée de sauvetage. Nix a soupiré, se frottant les tempes. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux faire classer ça dès demain matin. J'enterrerai son avocat de bas étage sous tellement de paperasse qu'il en oubliera son propre nom. Non, ai-je dit doucement. Je veux aller au tribunal. Je veux le laisser présenter son dossier, et ensuite je veux l'écraser. Un lent sourire prédateur s'est dessiné sur le visage de Nix. J'adore quand tu deviens impitoyable, a-t-elle murmuré. Examinons ses finances. Si nous allons à la guerre pour 10 000 $, je veux savoir exactement à quel point il est vraiment désespéré. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. Cela n'a pas pris longtemps. Garrick était négligent. En 20 minutes, Nix avait extrait des registres publics, des privilèges de crédit et des registres de propriété commerciale. Oh, c'est grave, a-t-elle dit, ses yeux parcourant l'écran. Il est endetté au maximum. Il doit 1 200 000 $ sur un centre commercial qui est resté vide pendant 1 an. Il a manqué ses 2 derniers paiements. Le prêteur s'apprête à saisir. Qui est le prêteur, ai-je demandé, prenant une gorgée d'eau.
Nix a cliqué sur quelques boutons de plus, traçant les sociétés écrans qui détenaient la dette commerciale. Elle a cessé de taper. Elle a regardé l'écran, puis m'a regardé, et un rire court et aigu a échappé à ses lèvres. « Tu ne vas pas y croire », a-t-elle dit, en tournant l'ordinateur portable pour que je puisse voir. La dette était à l'origine détenue par une banque régionale, mais ils ont regroupé leurs prêts commerciaux en difficulté et les ont vendus à une société de capital investissement le mois dernier. Une société de capital investissement appelée Obsidian Holdings. J'ai fixé le nom sur l'écran, sentant la terre bouger sous mes pieds. Obsidian Holdings était une filiale. C'était une petite branche d'investissement discrète que j'avais créée il y a 3 ans pour diversifier les profits de Vanguard dans l'immobilier. Je possède Obsidian Holdings, ai-je chuchoté. L'ironie pure de la situation me frappait comme un train de marchandises. Nix s'est penché en avant, ses yeux brillant d'un plaisir dangereux. Oui, Calder. Ton frère te traîne en justice, essayant de t'humilier et de te voler $10 000, alors que tu détiens littéralement l'hypothèque sur toute son existence d'1 200 000 $. Il poursuit son propre créancier. Je me suis appuyé contre la banquette, le bruit du restaurant animé s'est estompé. C'était trop parfait. C'était une coïncidence si poétique qu'on aurait dit que l'univers me tendait une arme chargée et la pointait directement sur la poitrine de Garrick. Prépare le dossier bleu, Nix, ai-je dit, ma voix froide et stable. Rassemble les documents de propriété de Vanguard. Rassemble les enregistrements de transfert de dette pour Obsidian Holdings. Je veux que tout soit certifié, estampillé et prêt pour le juge. J'y serai, a-t-elle dit, en refermant son ordinateur portable. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai baissé les yeux sur les papiers bon marché du procès. Garrick voulait une guerre juridique. Il voulait se tenir devant un juge et prouver qu'il était l'homme supérieur. J'allais lui donner exactement ce qu'il voulait, mais il allait sortir de cette salle d'audience sans absolument rien à son nom. Êtes-vous prêt à voir ce qui se passe quand l'illusion du chouchou se brise en 1 million de morceaux? Avant de passer à la 3e partie, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup pour votre soutien. L'air de la salle d'audience était épais et lourd, sentant faiblement la cire de citron pour le sol, le café éventé et la sueur nerveuse de 100 personnes désespérées qui s'étaient assises sur ces chaises en bois avant moi. J'étais assis, parfaitement immobile, à la table de la défense, mes mains reposant légèrement sur le cuir usé de ma vieille mallette. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient d'un faible ronronnement irritant qui semblait s'accorder parfaitement avec le mal de tête lancinant qui montait derrière mes yeux. Je portais mon uniforme de travail standard, une lourde veste en toile isolée qui avait connu son lot de déversements de diesel, un simple t-shirt gris et des bottes à embouts d'acier qui laissaient de légères éraflures sur le sol immaculé de la salle d'audience. De l'autre côté de l'allée, debout au pupitre du plaignant, mon frère Garrick avait l'air de sortir d'un magazine de luxe. Son costume sur mesure bleu marine épousait parfaitement ses épaules. Sa cravate en soie était nouée avec une précision absolue. Sa montre en or captait l'éclairage rude du tribunal chaque fois qu'il gesticulait avec ses mains, renvoyant un rappel aveuglant de sa supposée supériorité. Et il gesticulait beaucoup. Il était actuellement au milieu d'un long monologue théâtral, peignant de moi un portrait si horriblement déformé que je reconnaissais à peine la personne qu'il décrivait. « Votre honneur, » dit Garrick, sa voix suintante d'un mélange écœurant de fausse sympathie et de condescendance arrogante. « Cela me brise vraiment le cœur de me tenir ici aujourd'hui. Cela va à l'encontre de tout ce qu'une famille devrait être, mais je n'ai pas d'autre choix. Mon jeune frère, Calder, est tout simplement incapable de gérer ses propres affaires. Il mène une vie chaotique, désorganisée. C'est un ouvrier manuel qui passe d'un petit boulot à l'autre, conduisant des camions de livraison et vivant dans un état de quasi-ruine financière constante. » Il marqua une pause, laissant le silence planer pour un effet dramatique. Il se tourna légèrement pour regarder la galerie où notre mère, Briani, était assise au premier rang, tapotant ses yeux secs avec un mouchoir froissé. À côté d'elle se tenait la femme de Garrick, Juno, les bras croisés fermement sur son chemisier de créateur, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres maquillées. Ce fonds fiduciaire de $10 000, poursuivit Garrick, se retournant pour faire face au juge Terren, a été laissé par notre grand-père bien-aimé pour fournir une base à notre avenir. J'ai utilisé ma part pour bâtir une entreprise immobilière commerciale prospère. J'ai bâti un héritage. Calder, d'un autre côté,
dilapidera cet argent. Il a un historique de mauvaises décisions. Il vit dans un appartement insalubre. Il refuse de porter des vêtements appropriés. Comme vous pouvez le voir clairement aujourd'hui, si ce tribunal lui permet de prendre le contrôle de ses fonds, cet argent disparaîtra dans le trou noir de son style de vie chaotique. Il sera gaspillé en bière bon marché et en réparation de camions. Je demande simplement à la Cour de m'accorder la tutelle sur cet actif spécifique pour protéger mon frère de lui-même et pour s'assurer que l'argent durement gagné de notre grand-père est investi correctement dans mon entreprise, où il sera en sécurité. Le juge Terraine était un homme qui semblait avoir passé toute sa vie à être fatigué des problèmes des autres. Il avait de profondes poches sous les yeux et un froncement de sourcils permanent gravé sur son visage ridé. Il se pencha en avant, appuyant son menton sur ses mains jointes, et me regarda. Je pouvais voir le jugement dans ses yeux. Il voyait les taches de graisse incrustées dans les cuticules de mes ongles. Il voyait le col effiloché de ma veste. Dans son esprit, il m'avait déjà catégorisé. J'étais le bon à rien. J'étais le fardeau familial toxique. Garrick était l'homme d'affaires respectable, le pilier de la communauté qui essayait de faire ce qu'il fallait. Monsieur Calder, dit le juge Terraine, sa voix un baryton grave et résonnant qui résonnait sous le haut plafond. Votre frère a fait de très sérieuses allégations concernant votre stabilité financière et votre compétence générale. Il présente un argument convaincant selon lequel vous n'êtes pas équipé pour gérer cet héritage de 10 000 $. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, ou êtes-vous prêt à signer les documents de transfert aujourd'hui et à épargner à cette cour toute perte de temps supplémentaire? Garrick se tourna pour me regarder. Le sourire narquois sur son visage s'élargit, se transformant en un franc sourire de pur triomphe non dissimulé. Il pensait m'avoir complètement acculé. Il pensait que le poids de son histoire fabriquée, soutenu par son costume coûteux et les fausses larmes de notre mère, écraserait le peu d'esprit qu'il me restait. Il pensait que le modeste chauffeur de camion allait simplement baisser la tête, accepter l'humiliation et renoncer à la dernière parcelle de dignité que je possédais. Je n'ai pas baissé la tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux, soutenant son regard jusqu'à ce que son sourire vacille juste d'un dixième de millimètre. J'ai senti un calme étrange et glacial envahir tout mon corps. La colère, la trahison, les années passées à être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille, tout cela s'est condensé en une concentration vive et dure comme un diamant. Votre honneur, ai-je dit, me levant lentement. Ma voix était stable, portant clairement à travers la pièce silencieuse. Je n'ai aucune intention de signer des documents de transfert. Tout le témoignage de mon frère est une fabrication bâtie sur une base d'arrogance profonde. Il ne sait rien de ma vie, de mes finances, ou de mes capacités. Garrick a ricané bruyamment, levant les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, Calder, a-t-il murmuré. Arrête de te couvrir de ridicule. Je l'ai ignoré, gardant mes yeux fixés sur le juge Terraine. Je n'ai pas d'avocat coûteux pour parler en mon nom aujourd'hui, votre honneur. Mais j'ai un témoin qui peut fournir à la Cour un compte rendu très précis, légalement certifié et largement documenté de ma stabilité financière actuelle. J'aimerais l'appeler à la barre maintenant. Le juge Terraine a haussé un sourcil, l'air légèrement surpris que je sache même formuler une phrase cohérente, sans parler d'appeler un témoin. Très bien, a dit le juge, agitant la main d'un geste dédaigneux. Appelez votre témoin. Terminons-en. Je me suis tourné vers les lourdes doubles portes à l'arrière de la salle d'audience. J'appelle Nix à la barre, ai-je dit fort. La pièce a retenu son souffle. Garrick a froncé les sourcils, échangeant un regard confus avec son avocat de bas étage. Junot a cessé de sourire, ses yeux se posant vers l'arrière de la pièce. Il s'attendait à un mécanicien graisseux de mon garage, ou peut-être un propriétaire sympathique, pour témoigner que je payais mon loyer bon marché à temps. Il s'attendait à une autre cible qu'il pourrait facilement railler et humilier. Mais ce qui était sur le point de franchir ces portes allait fondamentalement altérer leur réalité pour toujours. Les lourdes portes en chêne à l'arrière de la salle d'audience se sont ouvertes avec un bruit sourd et retentissant. Toutes les têtes de la galerie se sont tournées. Nix est entré et toute l'atmosphère de la pièce a instantanément changé. On pouvait pratiquement entendre l'oxygène être aspiré des poumons de Garrick. Nix était une force de la nature enveloppée dans un tailleur pantalon Armani gris anthracite. Ses talons claquaient sur le sol poli avec un rythme régulier et intimidant qui sonnait comme un métronome, comptant à rebours jusqu'à une explosion. Elle portait une élégante mallette en cuir et marchait avec la posture absolument incontestable de quelqu'un qui possédait chaque pièce dans laquelle elle entrait.
L'avocat de Garrick, un homme d'allure nerveuse avec une mèche bon marché, a physiquement reculé dans sa chaise alors que Nix passait devant la table du plaignant. Elle n'a même pas regardé Garrick. Elle a complètement ignoré Junot et ma mère. Elle est allée directement à la barre des témoins en bois, est entrée et a posé sa main sur la Bible pour prêter serment. Sa voix était aiguë, claire et parfaitement modulée, traversant l'air vicié de la salle d'audience comme un scalpel fraîchement aiguisé. « Veuillez décliner votre nom et votre profession pour le procès-verbal », a demandé le greffier. « Mon nom est Nix », a-t-elle répondu, regardant directement le juge Terren. « Je suis la directrice financière et la conseillère juridique principale de Vanguard Frecht Incorporated. » Le juge Terren s'est redressé un peu. L'ennui dans ses yeux a été instantanément remplacé par une étincelle de véritable curiosité professionnelle. Un directeur financier d'une entité corporative n'était pas le genre de témoin typiquement associé à un ouvrier manuel apparemment démuni. « Mademoiselle Nix », ai-je dit, sortant de derrière ma table et m'approchant de la barre des témoins. J'ai gardé mes mains nonchalamment glissées dans les poches de ma veste de travail en toile. « Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer à la cour ce qu'est Vanguard Frecht Incorporated ?» Certainement, a dit Nix, ouvrant sa mallette et sortant une épaisse pile de documents reliés professionnellement. Vanguard Frecht est un réseau de logistique et de transport commercial multi-États. Nous sommes spécialisés dans le fret lourd, détenant des contrats de chaîne d'approvisionnement exclusifs avec plusieurs conglomérats nationaux de vente au détail. La société exploite une flotte à la pointe de la technologie de exactement 300 camions commerciaux modernes, ainsi que 4 grands centres de distribution à travers le Midwest et les régions du Sud. La salle d'audience était dans un silence de mort. J'entendais le léger tic-tac de l'horloge au fond de la pièce. J'ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil et j'ai vu la mâchoire de Garrick pendre. Sa peau avait perdu un peu de sa couleur. Il ressemblait à un homme essayant de comprendre une blague qu'il ne saisissait pas. « Et pourriez-vous fournir à la cour l'évaluation financière actuelle de Vanguard Frecht ?» ai-je demandé, ma voix restant complètement conversationnelle. Nix a ouvert la première page de son dossier de documents. Selon notre audit trimestriel indépendant le plus récent, dont j'ai apporté des copies certifiées conformes pour l'examen de la Cour, Vanguard Frecht Incorporated détient une valorisation boursière d'environ 45 millions de dollars. Notre revenu annuel brut pour l'exercice précédent a dépassé 40 millions de dollars, avec une marge de profit net qui nous place dans les 5% supérieurs des entreprises de logistique de notre secteur. Un halètement collectif et audible a traversé la galerie. J'ai vu la main de ma mère se lever pour couvrir sa bouche. Junot avait l'air d'avoir été giflé avec une serviette mouillée. Garrick secouait rapidement la tête de gauche à droite, comme s'il essayait de déloger les mots de ses oreilles. Objection, a soudainement couiné l'avocat de Garrick, bondissant sur ses pieds, le visage écarlate. Votre honneur, c'est totalement hors de propos. Nous sommes ici pour discuter du frère de mon client, Calder, un chauffeur de camion. Nous n'avons pas besoin d'une conférence sur le profil corporatif d'une entreprise de logistique aléatoire. C'est un gaspillage flagrant du temps judiciaire. Le juge Terren a frappé de son marteau, les coups secs faisant taire l'avocat instantanément. Rejeté, a aboyé le juge, ses yeux ne quittant jamais Nix. Je l'autorise. Je suis très intéressé de voir où cela mène. Continuez, monsieur Calder. Merci, votre honneur, ai-je dit. Je me suis tourné vers Nix. Mademoiselle Nix, pouvez-vous s'il vous plaît dire à la cour qui possède Vanguard Frecht? Qui est l'actionnaire majoritaire et le PDG de cette corporation de 45 millions de dollars? Nix n'a même pas regardé ses papiers. Elle a regardé Garrick droit dans les yeux, un éclat froid et prédateur dans ses yeux sombres. Puis elle a lentement levé la main et a pointé son index directement vers moi. Le fondateur unique, le directeur général et le propriétaire à 100% des capitaux propres de Vanguard Frecht est l'homme qui se tient juste là, a-t-elle déclaré clairement, Calder. Le silence qui a suivi était absolu, terrifiant et magnifique. C'était le genre de silence qui se produit juste après l'explosion d'une bombe, avant que l'onde de choc ne frappe réellement. C'est un mensonge, a soudainement hurlé Garrick, perdant complètement son sang-froid. Il a claqué ses deux mains à plat sur sa table, son visage prenant une teinte dangereuse de violet. C'est un mensonge absolument ridicule. C'est un perdant fauché. Il conduit un camion poubelle. Regardez-le. Regardez les vêtements qu'il porte. Il ne possède pas d'entreprise. Il n'a pas un sou à son nom. Cette femme est une actrice payée. C'est une fraude. Le juge Terren a frappé furieusement son marteau.
Monsieur Garrick, vous allez vous contrôler ou je ferai en sorte que les huissiers vous retirent immédiatement de ma salle d'audience, a rugi le juge. Garrick s'est effondré dans sa chaise, respirant lourdement, les yeux écarquillés par la panique et le déni. Toute sa vision du monde, tout son sentiment de supériorité, s'écroulait activement en poussière. Nix s'est calmement levé de la barre des témoins et a porté l'épaisse pile de rapports financiers reliés jusqu'à la tribune du juge. Elle les a remis au greffier qui les a transmis au juge Terraine. Ce sont des déclarations de revenus d'entreprise, des relevés bancaires et des registres de propriété entièrement certifiés et juridiquement contraignants, votre honneur, a dit Nix avec aisance. Ils portent des sceaux fédéraux. Si le plaignant souhaite m'accuser de présenter des documents frauduleux devant un tribunal, mon équipe juridique se fera un plaisir d'engager une action en diffamation contre lui avant le coucher du soleil aujourd'hui. Le juge Terraine a ajusté ses lunettes et a commencé à feuilleter les pages. La salle d'audience a regardé avec une angoissante suspense les yeux du juge parcourir la preuve indéniable de ma richesse. Il a regardé les soldes bancaires. Il a regardé les registres de la flotte. Il a regardé les documents de constitution portant ma signature. Lentement, le juge a abaissé les documents. Il m'a regardé, observant mes bottes de travail sales, ma veste effilochée et mon calme. Le dégoût qu'il m'avait montré plus tôt a complètement disparu, remplacé par un respect profond, presque stupéfait. Il apparaît, a dit le juge Terraine lentement, mesurant chaque mot, que le défendeur n'est pas, en fait, un ouvrier manuel démuni. Il apparaît qu'il est un cadre supérieur très prospère. Garrick semblait sur le point de vomir. Ses cheveux parfaits étaient soudainement ébouriffés. Il me regardait comme si j'étais une créature extraterrestre qui venait d'arracher un costume humain. Mais le meilleur de toute cette épreuve était encore à venir, car prouver que j'étais riche n'était que l'acte d'ouverture. La véritable destruction attendait dans le second dossier de ma mallette. La salle d'audience semblait suspendue dans un vide. La révélation de ma véritable situation financière avait complètement paralysé Garrick. Il était affalé sur sa chaise coûteuse, fixant d'un air absent la table en bois poli, tandis que son avocat de bas étage feuilletait frénétiquement ses propres notes inutiles, essayant de comprendre comment une simple audience de tutelle s'était transformée en un cauchemar corporatif. Ma mère, Briani, était complètement silencieuse dans la galerie. Les fausses larmes s'étaient taries, remplacées par un regard de pur choc non dissimulé. Junot était pâle, serrant son sac à main de marque si fort que ses phalanges étaient blanches. Mais je n'avais pas fini. J'avais enduré des décennies de leurs moqueries. J'avais enduré les insultes, les chuchotements, l'isolement et la campagne de dénigrement incessante qu'ils avaient menée pour me voler une modeste somme de $10 000. Prouver que je n'avais pas besoin de cet argent n'était pas justice. La justice consistait à s'assurer que Garrick comprenne exactement avec qui il avait décidé d'entrer en guerre. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix résonnant avec une clarté cristalline. Mon frère a passé toute la matinée à me dépeindre comme incompétent et financièrement irréfléchi. Il a affirmé qu'il devait prendre le contrôle de mon fonds fiduciaire de $10 000 pour le protéger et l'investir dans son entreprise immobilière commerciale prétendument prospère. J'ai fait quelques pas lents et délibérés vers le centre de la pièce, tournant mon corps de manière à faire face directement à Garrick. Il a finalement levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés, terrifié par ce que j'allais dire ensuite. Cependant, ai-je poursuivi, mon regard fixé sur le visage pâle de Garrick, si nous évaluons la compétence financière dans cette salle d'audience aujourd'hui, je crois qu'il est absolument nécessaire que la Cour comprenne le véritable état financier du plaignant, car mon frère n'est pas un homme d'affaires prospère. Mon frère est complètement, désespérément en faillite. Objection, a crié l'avocat de Garrick, sa voix craquant de désespoir. Cela n'a aucun rapport avec le fonds fiduciaire. Le juge Terraine n'a même pas regardé l'avocat. Il a gardé ses yeux fixés sur moi. Rejeté, a dit le juge doucement. Je veux entendre le reste. Veuillez continuer, monsieur Calder. Merci, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier bleu. Il y a 6 semaines, l'entreprise immobilière commerciale de mon frère a fait défaut sur une hypothèque commerciale massive. Il porte actuellement une charge de dette toxique de exactement $1,2 million. La propriété en question est une place commerciale vide et défaillante en périphérie de la ville. Il a manqué 3 paiements consécutifs. Garrick a eu un hoquet audible. Il a regardé follement Junot, qui le fixait maintenant avec une horreur absolue. Il avait gardé sa dette massive secrète de sa propre femme, maintenant l'illusion de la richesse tandis que leur navire coulait activement sous les vagues.
Le prêteur initial, une banque régionale, s'est lassé des excuses du plaignant, ai-je expliqué, portant le dossier bleu à la tribune du juge. Ainsi, comme pratique standard dans le secteur financier, ils ont regroupé cette dette douteuse en difficulté et l'ont vendue à un prix réduit à une société de capital investissement, une société spécialisée dans l'acquisition et la liquidation d'actifs commerciaux défaillants. J'ai remis le dossier au greffier, qui l'a transmis au juge Terraine. Le nom de la société de capital investissement qui a acheté la dette $1,2 million de mon frère est Obsidian Holdings, ai-je dit, les mots ayant un goût doux sur ma langue. J'ai regardé le juge Terraine ouvrir le dossier et lire la page unique de documentation à l'intérieur. Je me suis tourné vers Garrick, qui serrait maintenant les bords de sa table si fort que je pensais que le bois allait se fendre. J'ai laissé le silence s'étirer, laissé la tension se resserrer de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit prête à se rompre. Mon frère m'a traîné en justice aujourd'hui, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure bas et froid qui, d'une manière ou d'une autre, a atteint tous les coins de la pièce. Il a lancé une campagne de diffamation contre moi. Il a traîné mon nom dans la boue auprès de toute notre famille. Il a fait tout cela pour me voler $10 000, car il est si désespéré pour de l'argent qu'il peut à peine respirer. Mais ce que mon frère n'a pas réussi à rechercher, ce que son arrogance sans borne l'a empêché de vérifier, c'est la structure de propriété corporative de la firme qui détient sa dette. J'ai fait un dernier pas vers Garrick, le regardant. Obsidian Holdings est une filiale privée entièrement détenue et financée par Vanguard Freight, ai-je déclaré, assonnant le coup fatal. Je suis l'unique propriétaire d'Obsidian Holdings. Par conséquent, Garrick, je suis l'unique propriétaire de votre dette. Vous avez poursuivi votre propre créancier pour $10 000 alors que vous me devez $1,2 million. Je possède votre place commerciale. Je possède l'hypothèque sur votre maison, que vous avez mise en garantie croisée pour garantir le prêt. Je possède tout ce que vous avez jamais bâti. Garrick s'est effondré physiquement. Ce n'était pas un évanouissement, mais une perte totale de contrôle musculaire. Il s'est affaissé en avant, son front reposant contre le bois froid de la table du plaignant. Un son plaintif et pathétique s'est échappé de sa gorge. Il ressemblait à une marionnette dont les ficelles venaient d'être violemment coupées. Junot a enfoui son visage dans ses mains, laissant échapper un sanglot fort et dramatique de pure humiliation. L'illusion était morte. Le chouchou était exposé comme un fraudeur fauché et désespéré, mendiant des miettes aux frères qu'il avait traités comme des ordures toute sa vie. Le juge Terraine a lentement fermé le dossier bleu. Il a regardé Garrick avec un niveau de dégoût si profond qu'il était presque palpable. Le juge avait réalisé qu'il avait été utilisé. Il avait été manipulé pour participer à une tentative de vol orchestrée par un homme noyé dans sa propre incompétence financière. L'ironie pure, le karma brillant et dévastateur de la situation planait dans l'air de la salle d'audience comme un tableau de maître. Je me tenais là, toujours avec mes bottes de travail sales et ma veste en toile effilochée, regardant l'homme en costume italien sur mesure qui n'avait plus rien. Le piège s'était refermé. La bombe nucléaire avait explosé et les retombées allaient être glorieuses. Avant d'assister à l'effondrement final de l'empire de Garrick, veuillez commenter le mot fini ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes un vrai fan qui est arrivé au point culminant de l'histoire. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce mot-clé secret. Merci de soutenir la chaîne. Le silence dans la salle d'audience n'était plus seulement calme. Il était suffocant. C'était le silence écrasant de la défaite totale. Garrick restait affalé sur la table, sa veste de costume coûteuse froissée maladroitement autour de ses épaules, sa respiration irrégulière et superficielle. Le sourire arrogant qui avait défini toute son existence avait disparu, remplacé par une terreur creuse et paralysante. Il était entré dans ce tribunal s'attendant à une victoire facile, à un petit racket rapide de son frère prétendument simple d'esprit. Au lieu de cela, il était tombé directement dans un piège à ours méticuleusement placé, et je venais de refermer brutalement les mâchoires d'acier sur toute sa vie. Le juge Terraine s'éclaircit la gorge, le son résonnant comme un coup de feu. Il retira ses lunettes de lecture et les jeta sur la tribune, se frottant l'arête du nez. Quand il parla enfin, sa voix grave était empreinte d'une fureur glaciale et impitoyable. « Monsieur Garrick », commença le juge, son ton suintant de mépris. « En 30 ans sur le banc, j'ai présidé des fraudes complexes, des procès malveillants et de profondes manifestations de la cupidité humaine. Mais j'ai rarement été témoin d'une manifestation d'arrogance aussi pathétique et époustouflante que celle que vous avez orchestrée dans ma salle d'audience aujourd'hui. » Garrick ne bougea pas. Il ne leva pas les yeux. Il resta là,
absorbant la correction verbale comme un chien battu. Vous avez gaspillé le temps, les ressources et l'autorité de cette cour dans un procès frivole et de mauvaise foi, conçu pour voler un fonds fiduciaire mineur à votre propre frère, continua le juge Terren, sa voix montant en volume. Vous avez commis un parjure en témoignant faussement de sa compétence financière et de son caractère. Vous avez tenté d'utiliser le système juridique comme une arme pour dissimuler vos propres échecs financiers catastrophiques. Et, par une ironie qui, franchement, appartient à un manuel, vous avez tenté de voler l'homme même qui détient le droit légal absolu de liquider complètement votre vie. Le juge ramassa son marteau de bois. Il le tint suspendu en l'air un bref instant, laissant la finalité de la situation s'ancrer. Cette affaire est classée avec extrême préjudice, déclara le juge Terren, frappant son marteau avec un craquement retentissant qui fit frissonner Garrick violemment. De plus, j'ordonne au plaignant, Garrick, de payer l'intégralité des frais de justice et des honoraires d'avocat du défendeur. Si je revois votre visage dans ma salle d'audience, monsieur, je veillerai personnellement à ce que vous soyez accusé d'outrage criminel. L'audience est levée. Le juge se leva, ses robes virevoltant autour de lui, et sortit par la lourde porte en bois derrière sa tribune. La greffière rangea ses dossiers et suivit rapidement. Le spectacle était terminé. Le verdict était définitif. Je me suis retourné et j'ai calmement commencé à ranger mes documents dans ma mallette en cuir usé. Nix se tenait à mes côtés, un léger sourire satisfait aux lèvres. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste fait un signe de tête, a pris sa propre élégante mallette et a descendu l'allée centrale, ses talons claquant sur le sol comme une marche victorieuse. Alors que je fermais les loquets en laiton de ma mallette, j'ai entendu le bruissement frénétique d'un mouvement derrière moi. Je me suis retourné pour voir ma mère, Briani, se précipiter de derrière la barrière en bois de la galerie. Son visage était rouge et elle forçait un sourire désespéré et tremblant sur ses lèvres. Elle a pratiquement sprinté vers moi, les bras tendus comme si elle était sur le point de me prendre dans une étreinte chaleureuse et aimante. « Calder ! Mon doux garçon, a-t-elle crié, sa voix tremblante d'une émotion fabriquée. Oh, Calder, je n'avais aucune idée. Je suis si fier de toi. Regarde ce que tu as bâti. J'ai toujours su que tu étais spécial. J'ai toujours su que tu étais destiné à la grandeur. Allons célébrer. Juste nous deux. Nous pouvons laisser tout ça derrière nous. Tu sais, Garrick est juste sous beaucoup de stress. Il ne pensait rien de tout ça. Tu es de la famille, Calder. Nous sommes de la famille. J'ai reculé, esquivant ses bras tendus. L'hypocrisie pure et non dissimulée de ses paroles me donnait la nausée. Pendant 34 ans, j'ai été la déception invisible. J'étais l'embarras taché de graisse relégué au sous-sol. J'étais la cible de ses singes volants, la victime de ses campagnes de dénigrement. Mais au moment où le registre du tribunal a affiché une valorisation de 45 millions de dollars à côté de mon nom, j'étais soudain son doux garçon. Je l'ai regardé, mon expression complètement vide, dénuée de toute colère ou tristesse. Ne me touche pas, ai-je dit, ma voix calme et absolument dépourvue de chaleur. Briani s'est figé, ses mains flottant dans l'air vide entre nous. Son faux sourire a vacillé, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Calder, s'il te plaît, a-t-elle balbutié. Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère il y a longtemps, ai-je répondu, en ramassant ma mallette. Tu as fait ton choix. Tu as choisi le chouchou. Tu as permis sa cupidité. Tu as financé son arrogance. Et tu l'as aidé à essayer de me détruire pour une misérable somme de 10 000 dollars. Tu n'as pas le droit de changer de camp juste parce que le tableau des scores a changé. J'ai passé devant elle, la laissant figée dans l'allée, et j'ai marché jusqu'à la table du plaignant. Garrick était enfin assis. Son visage était d'une pâleur fantomatique, ses yeux creux et morts. Juno se tenait à quelques pas de lui, le regardant avec un mélange de haine et de dégoût, réalisant qu'elle avait lié son destin à un fraudeur en faillite. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste en toile et j'ai sorti un morceau de papier net et plié. Je l'ai jeté sur la table, juste devant Garrick. Il a atterri avec un bruit doux et dédaigneux. « Qu'est-ce que c'est » a murmuré Garrick, sa voix tremblant si fort qu'il pouvait à peine former les mots. « C'est un avis officiel de saisie, ai-je dit, en le regardant. Le centre commercial est parti, Garrick. Et parce que vous avez utilisé votre résidence principale comme garantie pour obtenir le prêt, la maison est partie aussi. Vous avez exactement 30 jours pour faire vos valises et quitter les lieux.
Si vous n'êtes pas parti à minuit le 30e jour, mon équipe de sécurité privée vous enlèvera physiquement, et vos affaires seront laissées sur le trottoir. Garrick a regardé le papier plié comme si c'était un serpent venimeux. Il a ouvert la bouche pour parler, pour supplier, pour s'excuser, mais aucun son n'est sorti. L'ampleur de sa ruine avait finalement écrasé la dernière once de défi de son corps. Tu voulais les 10 000 $ si désespérément, Garrick, ai-je dit, me penchant légèrement pour que seul lui puisse m'entendre. Je garde les 10 000 $. C'est à moi, et maintenant je prends ta maison. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné le dos au chouchou, à la mère qui m'avait trahi, et à la belle-sœur qui me méprisait. J'ai descendu l'allée centrale de la salle d'audience, j'ai poussé les lourdes portes en chêne et je suis sorti dans l'air vif et lumineux du matin. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons du parfum de la liberté. Les chaînes invisibles de ma famille toxique s'étaient finalement brisées, et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, absolument libéré. 6 mois, c'est une période étonnamment courte. Pourtant, cela suffit amplement pour voir un empire de mensonges brûler entièrement jusqu'à terre. Dans le semestre suivant le désastre du tribunal, la réalité de la situation de ma famille s'est drastiquement réécrite, s'installant dans une vérité froide et dure qu'aucun d'entre eux n'était préparé à affronter. La descente de Garrick fut rapide et brutale. L'avis d'expulsion de 30 jours que je lui avais remis au tribunal n'était pas un bluff. Le 31e jour, les serrures de son manoir dans la communauté fermée furent changées et la Porsche louée fut saisie par le concessionnaire. Dépouillé de sa fausse richesse, Garrick se retrouva dans la rue avec quelques valises et une montagne de dettes inéluctables. L'entreprise immobilière commerciale dont il était si fier fut dissoute par la faillite. Sans son argent, son statut et ses adhésions au country club, ses prétendus amis disparurent du jour au lendemain, comme des fantômes au soleil du matin. Juno, fidèle à sa nature farouchement pragmatique et incroyablement égoïste, ne resta pas pour l'aider à ramasser les morceaux. Au moment où la saisie fut finalisée, elle demanda le divorce. Elle cita des différences irréconciliables, mais tout le monde savait que la seule différence qu'elle ne pouvait concilier était le solde de son compte courant. Elle prit tous les actifs mineurs légalement protégés de la faillite et déménagea à travers l'État, coupant complètement tous les liens avec l'homme qu'elle avait autrefois fièrement exhibé. La dernière chose que j'ai entendue par la rumeur, c'est que l'ancien enfant prodige de l'immobilier commercial travaillait à un salaire minimum dans un grand magasin de bricolage, portant un tablier orange et rangeant des étagères dans l'allée de la plomberie. C'est un travail pénible, honnête, de col bleu. Ironiquement, c'est exactement le genre de travail acharné pour lequel il m'avait raillé toute sa vie. L'univers a un sens de l'humour poétique incroyablement sombre quand il s'agit de rendre le karma. Ma mère, Briani, a subi un autre type de ruine. Sa punition n'était pas financière, mais purement psychologique. Elle a été laissée seule dans sa maison tranquille et vide, entièrement dépendante d'un fils qui pouvait à peine se nourrir lui-même, sans parler de maintenir son niveau de vie. Elle a essayé de me contacter, bien sûr. Pendant les 2 premiers mois, mon téléphone a été bombardé de messages vocaux remplis d'excuses larmoyantes, de souvenirs nostalgiques de mon enfance et de supplications désespérées pour le pardon. Elle a envoyé des lettres, des pâtisseries et a même essayé de se présenter au siège social de Vanguard Frecht. J'ai donné des ordres stricts à mon équipe de sécurité pour la renvoyer poliment mais fermement à chaque fois. J'ai bloqué son numéro. J'ai renvoyé ses lettres non ouvertes. Certaines personnes pourraient considérer mes actions comme excessivement cruelles. Elles pourraient arguer que la famille est la famille, que le sang exige le pardon, et que l'on ne devrait jamais tourner le dos à sa propre mère, peu importe à quel point elle vous a maltraité. Mais ces personnes n'ont jamais dormi sur un sol de sous-sol humide pendant que leur frère recevait une nouvelle voiture à l'étage. Ces personnes n'ont jamais vu leur réputation systématiquement détruite par les mêmes personnes qui étaient censées les protéger. Le pardon est un beau concept, mais il doit être gagné par un remords sincère et un changement de comportement. Ma mère n'était pas pleine de remords pour la façon dont elle m'avait traité. Elle était seulement pleine de remords que le fils qu'elle avait traité comme des ordures se soit avéré être le milliardaire et que le fils qu'elle vénérait se soit avéré être le mendiant. Je ne lui dois rien, et encore moins ma tranquillité d'esprit. Quant à moi, je n'ai pas organisé de fête somptueuse pour célébrer ma victoire. Je n'ai pas acheté une flotte de voitures de sport ou un manoir pour leur jeter ma richesse à la figure. Je suis simplement retourné au travail. J'ai continué à étendre Vanguard Frecht, obtenant 2 autres contrats nationaux majeurs et ouvrant un nouveau centre de distribution au Texas. Je loue toujours un appartement modeste,
bien que j'ai finalement déménagé dans un endroit avec une vue légèrement meilleure et un système de chauffage fiable. Je porte toujours ma lourde veste de travail en toile et mes bottes à embout d'acier. La richesse n'a pas changé qui j'étais. Elle a simplement amplifié la liberté d'être exactement qui je voulais être sans avoir à m'excuser auprès de quiconque. Un dimanche après-midi tranquille, alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai conduit mon vieux pick-up brinque-ballant jusqu'aux abords de la ville. Je me suis garé sur une colline surplombant l'énorme complexe tentaculaire du terminal principal de Vanguard Freight. Des centaines de camions blancs étincelants étaient alignés en rangées soignées, prêts à sillonner le pays. Je me suis assis sur le haillon de mon pick-up, la brise fraîche du soir ébouriffant mes cheveux. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti un petit morceau de papier encadré. C'était le certificat original du fonds fiduciaire de mon grand-père. 10 000 $, une somme si petite dans le grand schéma de la finance d'entreprise. Pourtant, cela avait été le catalyseur qui avait exposé la pourriture au cœur de ma famille. J'ai tracé le bord du cadre avec mon pouce taché de graisse. Mon grand-père était un homme dur, pratique, qui construisait des maisons de ses propres mains. Il connaissait la valeur d'1 $, mais plus important encore, il connaissait la valeur du travail acharné, de l'intégrité et de la résilience tranquille. J'aime penser que, où qu'il soit, il regarde l'empire que j'ai bâti à partir de rien. Et il est fier. Non pas fier de l'argent, mais fier du fait que, lorsque le monde a essayé de m'écraser, je ne me suis pas brisé. Je suis juste devenu plus fort. Vous ne pouvez pas choisir la famille dans laquelle vous êtes né. Vous ne pouvez pas contrôler les attentes qu'ils placent sur vous, le favoritisme qu'ils affichent, ou la cruauté dont ils sont capables lorsque vous leur semblez dû. Mais vous détenez le pouvoir absolu et indéniable de choisir comment vous réagissez. Vous pouvez les laisser vous garder au sous-sol, vous rabaissant pour qu'ils se sentent plus grands. Ou vous pouvez franchir la porte, baisser la tête et bâtir tranquillement une forteresse si massive et impénétrable que leurs mots ne pourront plus jamais vous blesser. J'ai choisi de bâtir la forteresse. Et quand ils sont venus frapper, exigeant que je rende les clés, j'ai simplement laissé le pont-levis tomber et les ai regardés se noyer dans la boue de leur propre fabrication. Beaucoup des singes volants de ma famille élargie chuchotent encore à mon sujet. Ils me traitent de sans-cœur, de cruel et de vindicatif pour avoir légalement pris la maison de mon propre frère et l'avoir laissé sans rien. Mais j'ai une question pour vous, le jury de cette histoire. Si les rôles avaient été inversés, si j'étais vraiment juste un chauffeur de camion fauché et que Garrick avait réussi à me voler mon fonds fiduciaire de 10 000 $, m'aurait-il montré la moindre once de pitié? Ma mère aurait-elle versé une seule larme pour ma perte? Ou se serait-il simplement porté un toast à leur victoire et m'aurait-il laissé pourrir? Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin en prenant sa maison et en détruisant son illusion? Ou Garrick a-t-il reçu exactement la brutale leçon de réalité qu'il méritait? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir votre verdict. Je lis chacune de vos pensées. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance tranquille et de justice ultime, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous avons tellement d'autres histoires incroyables de familles toxiques qui obtiennent exactement ce qu'elles méritent qui arrivent. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez silencieux, et ne les laissez jamais voir votre prochain coup.